Alors Dupont, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette fois? Trouvé au fond d'un tiroir apparemment, voyons voir. Ah, ah oui, je vois. Alors, regardons ça d'un peu plus près. Ouais. Aïe aïe aïe, non, là je crains que ça soit hors de nos compétences, mais peut-être que nos amis les anatomistes pourraient s'amuser avec. Ouais, ça ira comme ça. Hmm. Ah, cher Dupont, rentrez, rentrez. Le cher docteur nous a envoyé quelque chose? Pas trop frais, j'espère. Alors, on va voir ce qu'on a là. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette cartouche de Chassepot, modèle 1866. C'est une cartouche qui a été trouvée au fond d'un tiroir et qui malheureusement est brisée en deux. Ça veut dire par contre que je peux la défaire sans trop de problèmes et sans me soucier de préserver l'histoire. J'en ai une qui est en bon état, mais celle-ci, je peux la démonter sans problème. Alors, je voudrais en fait comparer au possible les composants de la cartouche qui sont bien connus, par exemple, à travers ce document, avec les composants qu'on retrouve dans cette cartouche d'origine. Donc, il faut que je fasse aussi très attention à la poudre. Il reste encore à peu près 3/4 de la charge, très très compressée, et la poudre est encore en bon état, elle est encore vive. Alors, voici ma cartouche qui est encore intacte. Donc, la partie supérieure ici contient la balle qui est enveloppée de son calepin et la partie inférieure qui contient la charge de poudre noire hautement compressée. Et puis, il y a l'amorce qui se trouve dans le culot. La paroi est enveloppée d'un gaz de soie qui est très très fin. Je ne sais pas exactement pourquoi c'était nécessaire, et en effet, il y a certaines versions qui n'en ont pas. Normalement, c'est couvert d'une couche de vernis, comme sur celui-ci, mais là, le gaz part en miettes. Ce qui s'est passé sur cette cartouche, c'est que le tube de poudre s'est brisé en fait à la ligature. En effet, le tube s'étend au-delà de la ligature qui sert à unir les deux éléments de la cartouche, mais avec le temps, le papier serti a séché et puis ça s'est brisé net. Comme vous pouvez le constater. La poudre est maintenant fluide parce que je l'ai soigneusement grattée avec cette tige en bois. Elle était en effet très compressée, donc c'est une chose essentielle pour une bonne mise à feu. Alors, on va la verser ici sur cette plaque et on essaiera d'y mettre le feu un peu plus tard. En tout cas, elle est encore bien sèche. Je ne sais pas si vous pouvez voir au fond, sans doute que non. Donc, on va découper le tube pour mieux apercevoir le culot. À l'autre extrémité, on aperçoit le bout supérieur du tube, qui a une rondelle en carton, et le trou dans son centre est pour accueillir le tourillon du tube en papier. Donc ça s'enfonce dans le trou. Mais commençons d'abord par ouvrir le tube, car la construction du culot en particulier est très intéressante. Comme vous voyez, c'est vraiment très très cassant. Là, on peut apercevoir certains éléments du culot. Une étoile à 10 branches ferme le culot. On peut même apercevoir des branches ou des pétales qui sont collés à l'intérieur de la paroi. Pour nos versions modernes, on a tendance à tricher en collant à l'intérieur, mais si on veut rester fidèle à la méthode d'origine, les branches doivent se coller à l'intérieur. Alors, je déchirais encore un peu plus et là on peut bien voir les pétales. L'amorce est pourvue de petites ailettes courtes et il y a aussi cette collerette en carton embouti
qui est monté par-dessus et qui est collé à l'étoile. Entre les deux, il devrait se trouver un petit disque en caoutchouc. Alors, voyons voir si je peux l'extraire. Et oui, en effet, elle est bien là. Naturellement, elle est absolument fossilisée. Elle a perdu toute sa flexibilité. C'est pas étonnant. Donc ça, c'était pour augmenter l'étanchéité lors du tir. Alors là, vous voyez l'amorce. On va voir si je peux la sortir. Si ça vient. Ça vient tout doucement. Et voilà. Donc cette pièce, elle est emboutie. Je suppose peut-être que c'était découpé dans du carton mouillé ou peut-être avec un outil à vapeur pour atteindre cette forme en 3 dimensions. Et voici l'amorce de plus près. Les versions précoces de l'amorce ont parfois 2 trous au fond pour améliorer la mise à feu. Et en fin de compte, il semble que ça n'apportait pas grand-chose et les trous sont finalement laissés de côté. Aujourd'hui, la méthode préférée d'améliorer la mise à feu est de mettre une pincée de poudre fine dans l'amorce avant de la coller à l'étoile du culot. Visiblement, à l'époque, ce ne fut pas spécialement jugé nécessaire. J'ai aussi l'impression que les amorces d'époque étaient aussi beaucoup plus puissantes. Et passons maintenant à l'autre partie de la cartouche, donc celle qui contient la balle. Il y a encore une légère sensation de lubrifiant de cire, donc ça reste encore imprégné. Je vais juste essayer de couper la ligature sans me blesser. Ça y est, hop, c'est parti. Je ne sais pas exactement en quoi est fait ce fil, je suppose que c'est du fil de lin. En tout cas, c'est extrêmement costaud en tension. Et il faut penser que c'est serré avec une force énorme, puisqu'il faut cintrer à travers la poudre compressée pour pouvoir unir les 2 pièces de la cartouche, et c'est absolument rigide. Donc là maintenant, je vais essayer de soigneusement dérouler le calepin. Alors je me bats un petit peu puisque le bas est collé, donc ça se déroule pas aussi bien que je voudrais. Voici la partie supérieure du tube de poudre. Donc, comme on voit les jolis tourillons là, donc l'excès de papier du tube de poudre de charge qui est inséré dans la rondelle. Et voilà qui sort. Je suppose que c'était simplement entortillé. Et puis ensuite tailler au ciseau et puis simplement enfoncer dans le trou de la rondelle. On va continuer à défaire et hop, voici la rondelle de carton, rien d'exceptionnel. Et voyons le calepin, et enfin complètement déroulé. Voici la balle. Rien d'anormal, mais il y a des très bons moules maintenant qui reproduisent exactement cette forme. Regardons le calepin un peu plus près. Alors si je peux décoller ça. Oui, ça vient. Et voilà. Dans la notice de fabrication des cartouches, il y a un outil qui était utilisé pour raccourcir la jupe, donc l'excès de calepin sous le culot de la balle. Et donc il semble que la forme de gabarit qu'on trouve dans le document, c'est dans l'état non taillé. Et donc on plaçait la balle calpinée sur cet outil et la jupe était coupée à une longueur fixe, mais j'ai pas tout à fait compris comment fonctionne cet outil. Et maintenant, la pièce de résistance. Ouf, j'ai fait échapper belle.
Salut, je vérifiais juste que j'avais encore mes sourcils là. Alors, j'espère que c'était au moins vaguement intéressant. Là, on a pu vraiment constater que les composants qui constituent la cartouche Chassepeau sont vraiment exactement ce qu'on voit dans les documents, les notices d'époque. C'est vrai que des fois, quand on lit ces documents, on se commence à se poser des questions si c'était vraiment fabriqué de cette façon ou avec tel et tel matériau. Et là, on peut vraiment constater que c'est vraiment le cas. C'est vraiment une cartouche remarquablement complexe pour l'époque. Ils essayent en fait de recréer une cartouche, un étui à percussion centrale et entièrement en papier et en carton avec les problèmes que cela pose. Et en fait, la cartouche est pas mal. Ces cartouches, on va dire combustibles entre guillemets, est une technologie qu'on n'a toujours pas maîtrisée. Même avec le G11 allemand, ils avaient plus ou moins les mêmes problèmes que nous avons eu avec le Chassepeau, que le Dreiser aussi. Donc voilà, qui sait que peut-être un jour on va bien perfectionner cette technologie. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Merci aussi pour votre soutien. Et puis on se reverra, j'espère, à très bientôt ici ou au stand. À plus!